Parfait, chers amis, on va pouvoir commencer. L'heure est grave, hein, en temps de crise sanitaire, monétaire. Vos élèves vont peut-être vous permettre d'être résilients face aux crises monétaires à venir. Et donc, pendant à peu près une heure ce soir, on va en débattre avec nos intervenants et notre invité exceptionnel qui va prendre quelques minutes pour se présenter tout à l'heure. Vous allez voir, il a un parcours assez atypique. Mais tout d'abord, donc on va commencer par la présentation de nos intervenants. On va commencer par Sébastien Kraft. Sébastien, une petite présentation en quelques mots. Du coup, moi, je suis Sébastien Kraft, bénévole à La Monnaie Autrement, qui est l'association qui porte l'élève. Et je suis l'un des cofondateurs de La Monnaie Autrement, de l'élève, de la corderie Écosol, dont je parlerai tout à l'heure aussi un peu plus. Et dans le civil, je suis socio-psychologue. Voilà l'essentiel de mon métier. Et alors, tu peux nous présenter l'élève maintenant, du coup, en quelques Ouais, mots? bien sûr. Alors, l'élève, c'est une monnaie complémentaire. Déjà, juste dans la salle, est-ce que vous êtes au fait de ce que c'est une monnaie complémentaire? Juste, vous pouvez lever la main si vous savez à peu près ce que c'est. Comme ça permet de situer le débat. Oui, il y a une bonne proportion quand même. Ouais, c'est plutôt bien, merci. Ouais. Alors, une monnaie complémentaire, c'est quoi? Pas juste l'élève, mais il faut savoir qu'il y en a une cinquantaine en France, il y en a encore qui sont en création, il y en a qui ont déjà disparu. Mais une monnaie complémentaire, c'est une monnaie qui circule sur un territoire donné avec des adhérents et qui intègre des commerçants. Alors pour là, ça ne dit pas encore grand-chose, c'est simplement de se dire, c'est une monnaie qui circule à l'échelle d'un territoire identifié dans un réseau un peu identifié. Alors, les monnaies complémentaires, à quoi ça sert? De manière générale, ça sert à relocaliser l'économie, parce qu'évidemment, si vous avez un euro en poche, et j'imagine que Anis en parlera tout à l'heure, vous pouvez le dépenser chez le boulanger à côté, qui lui peut le redépenser sur le territoire, comme ça peut partir à l'autre bout de la planète sans avoir aucune maîtrise. Donc, une monnaie complémentaire, étant donné qu'il y a des coupons qui sont spécifiques, chez nous, l'élève, il reste sur le territoire qui est donné. L'autre point, et j'y reviendrai peut-être plus longuement dans les questions des débats, c'est de se dire que c'est recréer des habitudes sur un territoire. Il y a plein de gens qui disent mais l'économie, c'est extrêmement compliqué, c'est très éloigné, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on a abandonné. Et l'idée des monnaies complémentaires, au-delà de faire circuler de l'argent sur un territoire, c'est aussi redire aux gens, vous êtes capables de. Nous sommes capables ensemble de faire de l'économie au sens local, de créer de la monnaie et qui est utilisée chez nous. Et ce n'est pas déléguer ça à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et tout simplement, c'est réinterroger sur les questions d'économie. C'est quelque chose qui est tellement éloigné qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne comprend plus. C'est juste se redire, c'est quelque chose qui est accessible et qu'on peut faire ensemble. Alors peut-être pour la monnaie autrement, revenir, c'est l'association La Monnaie Autrement qui porte l'élève. Et c'est intéressant de revenir à cet endroit-là avant de redire où on est l'élève aujourd'hui. C'est de se dire que c'est une association qui a été créée en 2011. Nous étions une douzaine de femmes et d'hommes à réfléchir autour de ces questions-là de l'économie, mais on n'était absolument pas des spécialistes. Et l'enjeu était là, c'est de se dire, mais comment on peut réapprivoiser cette économie? Et dès le début, on a dit, on ferait une monnaie complémentaire, une banque du temps, mais l'idée, ce n'était pas de jouer au comptable pour faire une monnaie. Ce qui sous-tendait notre réflexion, c'était une notion d'éducation populaire, comme j'ai déjà pu l'évoquer, comment remettre l'économie au centre et proche des citoyens, des usagers, des habitants. C'est retravailler aussi sur l'envie de faire ensemble et de se dire de créer des dynamiques collectives sur des territoires. Et enfin, de reparler d'économie de manière générale. Et c'est seulement à cet endroit-là qu'on a traduit les projets de La Monnaie Autrement. Donc le premier qui est sorti, c'était la Corderie, qui est une banque du temps. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous échangez 1 heure contre 1 heure. Vous rendez un service d'1 heure, vous gagnez 1 heure, vous utilisez, vous perdez 1 heure sur votre compte. Un deuxième projet qui était Écosol, qui est la valorisation des gestes citoyens et engagé dans des associations bénévoles. C'est-à-dire que si vous étiez engagé de longue durée dans des associations, à l'époque, vous receviez un coupon Écosol qui vous permettait d'accéder à des services publics de manière à des prix plus faibles, voire gratuitement à certains services. Et un troisième outil au service de notre réflexion autour de l'économie qui était l'élève, et donc une monnaie complémentaire locale. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Ce n'est pas juste pour redire ce qu'on a fait, c'est simplement que la visée était de toucher les 3 sphères de la société. À travers la corderie, la sphère citoyenne, des échanges entre des personnes, des habitants. Le deuxième projet Écosol, c'était
toucher la sphère de la société, du public, parce qu'on négocie avec la ville de Chambéry et l'agglo de Chambéry pour dire, eh ben voilà, rendez-vous compte qu'il y a des personnes qui sont engagées sur le territoire et qui rendent des services publics que vous vous rendez peu ou moins aujourd'hui. Et donc, il ne s'agit pas de rémunérer ces personnes-là, mais simplement de montrer que l'action était faite et que la collectivité s'inscrivait là-dedans. Et donc, la troisième sphère, qui est l'élève et qui nous intéresse ce soir, qui est de dire, eh ben, on touche la sphère marchande. Donc, la sphère citoyenne, la sphère publique et la sphère marchande. Voilà les trois sphères de la société. Et pour donner un petit topo de l'élève, et je finirai là-dessus, je suis dans le timing toujours. Oui, je t'en prie, tu peux, vas-y. OK. Donc, l'élève, on a démarré en 2014, donc il a 7 ans cette année, premier cycle. Hein. Voilà, on avance vers un deuxième cycle. Quand on a démarré en 2014, c'était sur la place de la mairie, mois de novembre, il faisait super beau, on avait mis 10 000 élèves en circulation et ils sont partis en moins de 2 heures, on était en rupture de stock. Et aujourd'hui, le réseau a continué à croître, c'est-à-dire que nous sommes à 160 prestataires professionnels dans le réseau. Nous sommes environ à 500 usagers à jour de leur adhésion. Donc, si vous n'êtes pas à jour encore, faites-le, on peut le faire. Et on a environ 100 000 élèves qui circulent sur le territoire. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Alors, quand on parle de 500 usagers, ça peut paraître peu, mais on le sait d'expérience, c'est qu'on a le double, voire le triple d'usagers réels de personnes qui ne mettent pas à jour leur adhésion, soit par oubli, ce n'est pas une question volontaire, etc. Mais on a des usagers qui sont fidèles et qui ne pensent pas à renouveler leur adhésion. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir, au-delà de l'invitation à réadhérer, c'est aussi se dire, mais c'est quoi le nombre de personnes qu'on touche sur le territoire? Très bien, merci beaucoup Sébastien pour cette petite présentation de l'élève. Alors, on a un autre représentant de l'élève ce soir, Valentin Voisin. Valentin, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens? Bonsoir à tous, c'est bien Valentin. Moi, je suis éducateur sportif, donc j'ai rien à voir avec l'économie, j'ai rien à voir avec la création de l'élève, parce que toi, tu es quand même dans les fondateurs. Je suis à l'élève utilisateur depuis 3-4 ans, je dis ça comme n'importe qui, et je suis bénévole à l'association depuis une toute petite année. Donc, quelque chose qui m'intéressait fortement. Moi, j'adore les alternatives. Et ce soir, du coup, je parlerai d'une autre alternative qui est les crypto-monnaies. On essaiera de voir si ça peut être une solution ou peut-être pas du tout. Donc, voilà pour moi. Très bien. Et enfin, nous avons Christophe Tollet, alias Papa Vigéré sur YouTube, c'est ça? Grand youtubeur économiste. Grand, c'est un bien grand mot, mais youtubeur, ouais. Moi, je ne suis pas non plus dans la sphère économique. Je suis intermittent du spectacle depuis une vingtaine d'années, mais ça fait 1 an et demi que je m'inquiète sur le réchauffement climatique et ces inquiétudes m'ont fait aller vers une grande exploration du système économique. Oui, et alors Valentin parlait des crypto-monnaies. Je pense que justement, on va étudier avec toi le rapport entre crypto-monnaies, environnement. On va voir s'il y a des choses à dire à ce niveau-là. Très bien, merci pour ces présentations. Alors, on va maintenant passer à la présentation de notre invité Anis Lajnef. Alors, Anis Lajnef, qui est un ancien du monde de la finance, qui a vu son parcours ponctué par une prise de conscience. Alors, attends, je pense qu'il faut que je réactive. Il faut que je te redonne le droit de… Écoute, Anis, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui est quand même assez particulier et voilà, comment tu en es arrivé à cette prise de conscience qui t'a fait quitter le monde de la finance complètement. Voilà, la parole est à toi. D'accord, bonsoir tout le monde. Bon, en fait, j'ai d'abord fait une carrière dans la finance. Et quand on dit la finance, c'est la haute finance, c'est-à-dire dans les salles de marché de la Société Générale, qui était à l'époque la principale banque de dérivés, même dans le monde, parce qu'il y a une école française de la finance un peu mathématique, c'est-à-dire que que ce soit la BNP ou la Société Générale, dans les années 2000, étaient les plus fortes sur tout ce qui était les produits les plus compliqués ou certains diront les plus toxiques. Donc j'ai commencé comme ça. Pourquoi? Parce que en France, il y avait beaucoup de profils ingénieurs qui étaient demandés dans la finance parce que justement le début des années 2000 a coïncidé avec deux choses, la mathématisation de la finance et aussi le fait qu'on utilise de plus en plus d'ordinateurs. Et donc, on avait besoin d'algorithmes puissants, de passages d'ordre très rapides. Et donc, on avait besoin de beaucoup d'ingénieurs qui venaient des grandes écoles françaises pour aller justement dans les salles de marché. Et donc, je suis venu à ce moment-là. Et ça a coïncidé en même temps avec la bulle Internet.
fin des années 90, début des années 2000. Elle a éclaté en septembre 2001. Et ça, donc, c'était à la Société Générale. Je suis resté 8 ans jusqu'en 2009. Et ensuite, je suis parti en Angleterre pour travailler chez Nomura. C'est la banque qui a repris Lehman Brothers, c'est-à-dire celle qui avait fait faillite en 2008, en septembre 2008. Donc, je me suis retrouvé dès 2009, quelques mois après la faillite, en plein cœur de la salle des marchés, justement, de la banque qui avait fait faillite et qui était au cœur du cyclone de la crise des subprimes de l'époque. Crise, justement, dont on subit encore jusqu'à aujourd'hui les conséquences. Et après, j'ai fini ma carrière à la Barclays, qui est la deuxième banque britannique. Mais alors, donc là, c'est juste le CV, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup d'ingénieurs, on y va avec un peu des rêves quand on va en salle de marché. C'est pour l'ancien sportif que j'étais, d'assez bon niveau, parce que je joue en national au Paris FC, qui est le deuxième club parisien. C'était très, très stimulant de travailler dans une salle de marché. C'est-à-dire que c'est très compétitif, on veut réussir. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a ni nom, ni couleur de peau, il n'y a rien, il y a un chiffre, c'est ce qu'on appelle le PNL, le profit and loss, c'est-à-dire les gains, les pertes ou les gains qu'on fait. Et donc, il n'y a que ce chiffre qui compte pour dire ce qu'on vaut à peu près. Et on est payé en fonction de ce profit-là. Il n'y a pas de piston, il n'y a rien du tout. Et donc, c'était très, très stimulant comme expérience. Mais petit à petit, justement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on met beaucoup de temps à s'en rendre compte, en fait. Toi, tu as mis combien de temps à t'en rendre compte? En fait, si on parle des relations humaines, c'est très rapide. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont très bien en salle de marché, mais il y a aussi cet esprit de compétition, un peu cette histoire de ruche, où on laisse, au sein de l'ASG, on laissait les gens se battre entre eux, être très compétitifs entre eux, même au sein de la même banque, au sein de la même salle de marché. Ça remonte de loup, quoi. C'est pas pour rien que. Ça manque de loup, mais c'est parce qu'aussi, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et il n'y a pas trop de coopération dans une salle de marché. C'est-à-dire que chacun est un peu dans son coin. Voilà, un peu. Et d'ailleurs, il y en a qui le vivent mal. Par exemple, si on prend l'histoire de Jérôme, à un moment, et je pense qu'il a voulu prouver que c'était un bon trader et qu'il pouvait sortir de l'université, mais qu'il était quand même un bon trader. Et je pense que c'est ce qui a poussé à ce qu'il fasse ce qu'il a fait, quoi. Et justement, dans une salle de marché comme ASG, c'est une ruche, mais très hiérarchisée. C'est-à-dire que si on sort de Polytechnique en votant, si on sort de Centrale en votant, et donc ça met beaucoup de pression, de mauvaise humeur. Mais je me suis dit, c'est des côtés humains. J'ai jamais fait au début le lien avec justement la monnaie. Et petit à petit, en fait, on se rend compte, parce que quand on arrive dans la banque, on nous apprend le métier et on prend pour acquis tout ce qu'on nous raconte, parce qu'on se dit, ce sont quand même des grosses institutions. Que ce soit la SG ou la BNP, c'est des institutions qui existent depuis le 19e siècle. Et donc, on se dit, si c'est la première et la deuxième, voire la troisième banque, si on met le Crédit Agricole qui est devant elle, on se dit qu'on est quand même dans une des top 3 banques françaises. Donc, ce qu'on va nous raconter, en fait, à 23 ans, on ne le remet pas trop en question. Mais c'est avec le temps qu'on commence à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu dans mon métier, un peu de spéculation? Et on essaie de savoir ce qui ne va pas. Et pour être honnête, j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris, en fait. J'avais compris un peu, hein, mais c'était pas trop expliqué. C'est parce que je me posais des questions. Beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Je pense qu'ils sont très, très rares, ceux dans une salle de marché. La prise de recul n'est pas automatique, quoi. Mais non, parce qu'en fait, les salaires sont tellement énormes que les gens ils ferment les yeux, quoi. Tout ce qui est la conscience, en fait, on l'oublie très rapidement quand on est payé ces sommes-là. Mais moi, franchement, de tout temps, je me posais des questions. Je posais des questions et des questions qui me dérangeaient. Mais c'est vraiment, vraiment quand j'ai arrêté et que je me suis intéressé à la monnaie, en fait, la monnaie, j'ai l'impression que c'est vraiment la chose cachée de ce monde-là. C'est-à-dire que voilà, nous, on est des ingénieurs, on n'a pas fait d'économie, on nous a appris en quelques jours notre métier. Et la monnaie n'est qu'un outil, en fait. Un outil qu'on traite par journée en notionnel par milliard. Mais j'ai eu très honte en sortant de ce boulot-là, en 2016, 16 ans ou 15 ans après mes débuts,
Ouais. de me rendre compte que je ne savais pas ce qu'était la monnaie. Et Et j'ai justement, tellement... on va la définir avec ton aide. Et alors, juste avant qu'on parte sur cette définition de la monnaie, à quel moment, du coup, tu as eu ce déclic qui t'a fait sortir du parcours? Il y a eu plusieurs moments, mais Ouais, en fait, la crise de 2008, quand même, elle nous a mis à nu, quoi. ouais. On s'est dit, là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que jusqu'en 2000, sérieusement, on se croyait tous pour des cadors, comme je disais que jusqu'en 2008, on se prenait pour des cadors, parce qu'en fait, nous, on fait que d'appliquer des modèles mathématiques, comme Mhm. le plus fameux, c'est celui de Black-Scholes, qui a été mis en place à peu près dans les années 70, mais qui était imparfait, qui a été amélioré par les banques, par nous-mêmes, etc. Et donc, on se croyait vraiment maître de ce monde financier. Et quand il y a eu la crise de 2008, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était des petites fourmis et qu'il y avait un géant qui se jouait de nous. Et ce géant, c'est ce monstre qui est le marché. Parce qu'une fois que le marché bouge et qu'il décide de bouger, en fait, on n'est plus rien, On on est emporte tout sur son insignifiant. passage. Ah oui, on est insignifiant. Et là, on se dit, mais en fait, on ne maîtrise rien. Et Ouais. moi, je l'ai vécu vraiment comme ça, et pas le Et, seul d'ailleurs. et alors, tu parlais de ton intérêt par après pour la monnaie. Pourtant, la monnaie, c'est ce qui constitue le cœur de ton métier à l'époque, non? Oui, mais alors il y a dans une salle de marché, il y a différentes salles de marché en fait. Moi, je travaillais sur la salle de marché action, Ouais, donc c'est celle qui est quand même plus loin de la monnaie. Il y a ceux qui sont d'accord. dans le crédit ou sur la dette, ils s'y connaissent un peu plus. Et nous, on est quasiment tous ingénieurs et j'ai tellement eu honte qu'en fait, j'ai invité tous mes ex-collègues pour savoir s'ils savaient vraiment ce qu'était la monnaie. En fait, il n'y en a Ouais. aucun qui a réussi à me répondre. Bah, je pense que tu vas nous éclairer, nous aussi, ce soir, parce que, à part cette conception des billets et des pièces de monnaie qu'on a, est-ce qu'on sait vraiment fondamentalement ce que c'est que la monnaie, quoi? Alors, est-ce que tu peux nous donner ta définition avec l'expérience que tu acquis toutes ces années? D'accord. Avant de rentrer justement dans ce que j'appelle les deux monnaies et la hiérarchisation de la monnaie, Ouais, moi, dès que je me suis intéressé à la monnaie, en fait, je me suis dit, déjà, c'est un peu par chance, parce que en 2013, au sein de la Barclays, il y avait un jeune trader qui utilisait les serveurs de la Barclays le soir pour miner du Bitcoin. Donc, ça m'a poussé un peu à comprendre à peu près ce que c'était le Bitcoin, etc. ok. Mais je l'ai mis entre parenthèses et j'ai essayé de revoir ça en 2016, revoir un peu ce qu'étaient les cryptos, etc. Mais au début, quand je me suis intéressé à la monnaie, je me suis dit, mais c'est vraiment fondamentalement ça euh, qui crée un peu la pagaille dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. J'arrivais à expliquer quasiment tout. Mais petit à petit, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on sort de ce que je savais faire, c'est-à-dire un peu de finance et des maths, m'intéresser à l'économie d'abord, et ensuite à des choses un peu plus philosophiques, et même à des choses, voire théologiques, comme ce qu'on appelle les scolastiques, qui sont entre des philosophes et des théologiens du Moyen Âge en Europe, on se rend compte que justement des gens ont compris la monnaie autrement que mathématiquement. Alors que quand on travaille dans une salle de marché en finance de nos jours, C'est que des euh, maths. c'est que des maths, Ouais, 100% de maths. Et 100%, c'est un peu c'est pour ça qu'on dit science économique, mais elle a de science que le nom, parce que ça repose sur des modèles. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on pousse les modèles à bout, ben, ils craquent tous. C'est-à-dire qu'on est dans nos modèles tant que ça marche. Dès qu'on s'en éloigne, les modèles ne sont plus là. Donc, on est livré à nous-mêmes. Et ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé à cette notion. Tout à l'heure, on faisait le lien entre temps et monnaie. Avec la banque oui, de temps, vous étiez en train d'en parler. Mais on se rend compte qu'en fait, la monnaie, justement, ça emmagasine du temps. Ça emmagasine de l'énergie. C'est l'énergie des gens qui travaillent et notre temps. Et donc, je suis arrivé à cette idée que la monnaie égale temps. Et en fait, on avait besoin justement de faire en sorte que la monnaie et la dette coïncident au final. Pourquoi? Parce que quand on endette les gens, en fait, on les emprisonne un petit peu dans cette culpabilité de devoir payer. Et ils ne payent pas juste ce qu'ils remboursent, c'est-à-dire ce qu'ils ont emprunté, ils payent en plus les intérêts, les c'est-à-dire intérêts, un ouais. peu plus que ce qu'ils ont emprunté. Mhm. Et si je devais dire quel est le boulot du banquier en une phrase, c'est une sorte de magicien de nos jours, hein, avec une baguette magique, qui a ce pouvoir-là de ramener à aujourd'hui ce qu'on est censé gagner dans le futur. Et donc, il nous le ramène à aujourd'hui. Donc, il dit, bon, bah, je pense que vous allez gagner 300 000 euros dans le futur, sur les 20 prochaines années. Je suis prêt à vous prêter 100 000 euros pour vous acheter
votre appartement. Et donc, il nous le ramène aujourd'hui. Donc, c'est super sympa jusqu'à là. Parce que, comme tous les êtres humains, on est impatients et notre vie est courte et on veut prendre toujours de l'avance sur le temps. Mhm. Mais le problème, c'est qu'en plus de ça, ils demandent des intérêts. Alors aujourd'hui, c'est très bas les intérêts. Mais à l'époque, par exemple, en 2008, sur une première mensualité, quand on payait un crédit qui était lissé sur la première mensualité, 60% du premier paiement était justement consacré au remboursement des intérêts. Donc voilà, ça c'est juste pour expliquer qu'il y a un lien entre monnaie, temps Et le temps, ouais. et en fait notre vie, en fait, le temps de notre vie. Et donc, mais pour revenir à la monnaie, alors on a parlé des monnaies locales tout à l'heure et peut-être qu'on va revenir dessus, mais si on veut parler dans la zone euro, il y a deux types de monnaies. Alors les gens vont dire non, il n'y en a qu'une, c'est l'euro. En réalité, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la monnaie centrale. C'est celle qui est émise par la Banque centrale européenne, la BCE, qui n'est rien d'autre, la Banque centrale, parce que pour que les gens comprennent, parce que des fois on me demande mais pourquoi la Banque de France existe vu qu'il y a la BCE. La Banque centrale n'est rien, ni plus ni moins que la somme de toutes les banques centrales selon le poids qu'elles ont dans la zone euro en termes économiques. C'est ce qu'on appelle le capital key, donc la clé de répartition. Et à titre d'information, la France a un poids de 15% dans la Banque centrale européenne. Voilà. Ouais. L'Allemagne, c'est 20%, et un petit pays comme la Belgique, c'est 2,5%. Voilà. En gros, la Grèce, encore moins, c'est autour de 1,5%. Donc, et cette BCE a le pouvoir de créer à partir de rien ce qu'on appelle la monnaie centrale. Ce sont des euros centraux. Et qui a le droit d'utiliser cette monnaie-là? Il n'y a que les banques commerciales qui ont, elles, un compte à la Banque centrale européenne. Donc, c'est vraiment, il faut voir la monnaie, l'euro, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau au-dessus, c'est celui de la Banque centrale européenne et toutes les banques commerciales. Alors, il y a juste une petite exception, c'est que quand on utilise des pièces et des billets, c'est de la monnaie qui est émise par la Banque centrale. Mais ça ne représente quasiment rien si on compare ça à la masse monétaire, c'est-à-dire tous les euros qui sont en circulation en zone euro. C'est vraiment très petit par rapport justement aux monnaies, ce qu'on appelle la monnaie électronique, en fait, la monnaie digitale, numérique. Donc ça, c'est la première monnaie, c'est la monnaie banque centrale émise par l'euro. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, c'est-à-dire que c'est la monnaie, et celle-là, elle est plus intéressante en fait. C'est la monnaie qui est émise par les banques commerciales. Et comment elle est émise? Moi, je ne savais pas, hein, que les banques commerciales pouvaient créer jusqu'à 95% de la monnaie qui est en circulation de nos jours dans notre économie. Et on se dit, mais comment une institution privée a le droit de créer monnaie? Parce que quand on demande aux gens qui ne savent rien du tout de l'économie, ils se disent, c'est l'État qui crée la monnaie. Et ceux qui sont un peu plus évolués vont dire, bah, c'est la banque centrale qui crée la monnaie et après, elle la prête aux banques qui, elles, vont les prêter aux ménages, aux entreprises, aux multinationales, etc. et aux États. Et en réalité, non. 95% de la monnaie qui est en circulation est émise grâce à une décision d'une banque commerciale. C'est-à-dire que c'est au moment où un ménage va voir son banquier, lui demande justement de faire un crédit, et c'est à ce moment-là que la monnaie est créée numériquement sur un serveur d'une banque et qui sert justement à acheter une voiture, un appartement, etc. Donc, ce sont les crédits à 95%, la dette quand c'est des États ou des multinationales, et des crédits quand c'est des ménages ou des petites entreprises. Ce sont ces dettes-là qui font justement la monnaie. Donc, cette monnaie-là, on l'appelle monnaie scripturale. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite sur les comptes de la banque. Donc, c'est une monnaie comptable. Moi, j'ai plutôt envie de l'appeler monnaie crédit ou monnaie dette. Et donc, 95% de notre monnaie repose justement sur de la dette. Alors, on va me dire, mais les banques commerciales peuvent créer de la monnaie, c'est incroyable. Pourquoi elles n'en créent pas de façon infinie? En fait, parce que déjà, quand elles ont créé, quand l'argent est remboursé, elles ont obligation de la détruire, c'est-à-dire comptablement. C'est-à-dire, si une banque prête 100 euros à un ménage, si le ménage rembourse ces 100 euros, la monnaie n'existe plus. La banque est obligée de recréer des crédits pour que justement la croissance de la monnaie soit constante au cours du temps. Donc voilà, il faut vraiment voir ça à deux étages. Il y a la monnaie des gueux,
c'est-à-dire nous tous, même celles des États, des multinationales, etc., qui sont avec les banques commerciales. Et ces banques commerciales sont un peu pivots parce qu'elles aussi, elles utilisent une autre monnaie, c'est la monnaie centrale, entre elles et leur banque centrale. Et en Europe, c'est la BCE. Et alors, comment fait-on quand on connaît une crise monétaire? Je pense que Valentin voulait nous parler des crypto-monnaies. Est-ce que les crypto-monnaies, aujourd'hui, on en parle maintenant depuis un peu plus d'un an, enfin, on en parle depuis plusieurs années, mais là, on en reparle de plus en plus depuis un an. C'est en train de péter, hein. Là, on est encore sur une pente montante, hein. Est-ce que c'est une solution quand l'euro est en crise, crypto-monnaie, bonne solution ou pas? Anis, on te fera réagir aussi là-dessus tout à l'heure. Et en commençant cette présentation, je précise que je ne suis pas là pour vendre de la crypto-monnaie et dire que c'est la meilleure chose du monde. Chacun s'en fera son propre avis. Ce qu'il faut noter, avant toute chose, avant de voir ce qu'est une crypto-monnaie, c'est que ça a été possible grâce à une nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain. Vous connaissez tous Internet, vous utilisez tous Internet. Internet nous permet de nous échanger de l'information et on va considérer que la blockchain, ce qui va nous permettre de valider les informations, les données. Donc, on parle du Bitcoin avec des validations de transactions entre deux personnes, et on pourrait très bien avoir tout un tas de secteurs. Là, j'ai mis échange financier, justice, gestion des données. Je pense qu'il doit être coupé. On doit avoir quelques lignes en dessous. Le vote, et voilà. Il y a tout un tas de secteurs d'activité dans lesquels on pourrait utiliser la blockchain. Ce n'est pas uniquement dans la finance. Et le but du jeu, c'est au sein des utilisateurs, et c'est un réseau en fait. Et du coup, on peut valider les transactions, les sécuriser, elles sont infalsifiables et non modifiables. On pourrait se retrouver du coup avec une entreprise qui veut juste réaliser des contrats entre deux personnes. Aujourd'hui, on a des contrats sous format papier, on pourrait le retrouver sous format numérique. Et ça s'activerait tout seul. Je suis désolé, je suis en train de voir que le PDF, du coup, on n'est pas sur une feuille complète à chaque fois. Je l'explique de façon vraiment très simple et très schématique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les cryptos dans la salle? Levez la main comme les monnaies locales. Il y en a 2, 3. Est-ce qu'il y en a qui possèdent des cryptos par levée de main? Ah ouais, ouais, non, il y en a très peu en fait. J'aurais dit plus. D'accord. Donc, je vais rester très, très simple. Et puis, ceux qui veulent en discuter plus, je ne l'ai pas dit pendant la présentation, j'ai une chaîne YouTube aussi, Valentin Voisin. Je parle des crypto-monnaies, je parle d'investissement. Et le but du jeu, j'ai une problématique avec le capitalisme et la finance, un peu comme l'avait Anis tout à l'heure. Lui, peut-être quitte ses fonctions de trader. J'essaye de commencer à jouer là-dessus en me disant, est-ce que j'arrive à lever des fonds? Je ne suis pas du tout en accord avec ce que je fais, dans le sens où je vais lever de l'argent que je n'aime pas, mais derrière, pour le réinjecter dans d'autres projets, parce que quelles sont nos solutions? On a plein de solutions pour trouver de l'argent, mais c'en est une. Voilà. Chacun s'en fera son idée. Et je ne suis pas là pour dire que c'est la meilleure. Revenons du coup sur notre blockchain. Elle va nous permettre d'avoir du coup un système décentralisé. Donc là, à l'écran, on a un système centralisé, c'est très simplifié. Une personne A veut envoyer de l'argent à une personne B, elle a besoin de la banque. Tant qu'on n'a pas la banque pour valider qui est la première personne et la seconde, dire si la première a bien l'argent pour l'envoyer à la seconde, eh bien, la banque ne validera pas cette transaction. Du coup, la blockchain, est-ce qu'elle va nous permettre, justement, c'est de dire que toutes les personnes qui font partie du réseau peuvent prendre part à la validation de ces données. Donc, de transactions, on parlait de Bitcoin tout à l'heure, ou des données dans n'importe quel cas, je parlais de justice, de vote et compagnie. Du coup, toutes les personnes vont aussi avoir l'information des transactions de tout le monde. Ce qui n'est peut-être pas le cas au sein de la banque, peut-être que Crédit, je ne vais pas citer des banques, pardon. Peut-être qu'une banque A n'a pas les informations de la banque B, elles ne vont pas se les interchanger, alors que là, tout le réseau aurait les mêmes informations. C'est juste un système qui est totalement différent, et le jeu serait potentiellement de retrouver de l'autonomie. Ce que citait Anis tout à l'heure avec les banques, la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, voire aux États-Unis la Fed, ces banques-là, elles décident comment est-ce qu'elles émettent leur monnaie, mais au niveau citoyen, on n'est pas vraiment consulté. Même si on vote pour un gouvernement, on n'a pas vraiment notre droit de parole là-dessus. Et du coup, les crypto-monnaies, à la base, le but du jeu, ce serait justement de proposer à tout le monde de se faire l'avis ils essayent de développer le projet dont ils ont envie. Donc, on est sur quelque chose de très démocratique, en fait, là. Justement, la base est là-dessus. La base, c'est la démocratisation. C'est l'idée initiale. Et après, il peut y avoir des dérives. Et oui. Et juste pour refixer la monnaie, en complément de ce qu'il disait Anis, à la base, on a Aristote qui disait qu'il fallait que ce soit une valeur de compte, une réserve de valeur, et puis que ce soit, pardon, j'ai oublié, je ne l'ai même pas noté, peu importe. En gros, on a tout un tas de choses. Moyen d'échange. Là, je mettais un... Ouais, mais c'est un moyen d'échange, bien sûr. Il est transportable, il est divisible, il est unique. C'est notre billet actuel, en fait, il nous permet toutes ces choses-là. Et on peut se poser la question, du coup, si nos crypto-monnaies vont pouvoir nous amener les mêmes choses.
Eh bien, par exemple, quand on dit que notre billet il est unique, il a son petit code, ce que j'entourais en haut à gauche, notre crypto-monnaie, notre Bitcoin, il est aussi unique et il est aussi divisible, il est aussi transformable et compagnie. La chose qui va changer, c'est que les échanges sont libres, du coup, de ce que je disais d'une institution financière comme les banques. Le fonctionnement, il est autonome par les personnes qui sont utilisatrices du réseau, un petit peu comme le fait l'élève, en fait, c'est exactement la même chose. Et il essaye de contrôler son émission monétaire. Je le montre juste après. Et en fait, sur l'élève, on est un petit peu sur le même cadre, sauf que l'élève, aujourd'hui, est adossé à l'euro. Il est obligé, du coup, de respecter la réglementation qui lui est imposée. Mais il n'empêche que c'est quand même une alternative vraiment très intéressante. Je mets comme ça 3 grosses problématiques. Je pourrais m'en parler pendant des heures, et ce n'est pas forcément le but de la soirée. Mais en gros, au niveau des problématiques de liberté, on a aujourd'hui des personnes qui ont créé ces monnaies. Si demain, la Banque Centrale Européenne se met à créer sa propre crypto-monnaie numérique, c'est une possibilité, ou ça pourrait être une entreprise, comme ici j'ai mis Facebook, qui avait ce projet-là, projet qui a capoté, ils ont voulu en créer d'autres. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont faites par des entreprises. Le jour où ces personnes, ces entités essayent de créer ce genre de crypto-monnaie-là, elles vont pouvoir contrôler toutes les émissions, voir toutes les transactions qu'on va pouvoir réaliser entre les uns et les autres. Et selon moi, ça pourrait apporter des problématiques un petit peu de liberté, ce qu'on n'aurait pas justement en échangeant des billets simplement avec les DEF. Et c'est déjà un projet avec la Banque Centrale Européenne, non? Et même en Chine, avec le yuan. Alors voilà, si on veut des précisions, le yuan s'est déjà lancé. Il y a eu, je n'ai plus le nombre en tête, mais c'est déjà des millions d'utilisateurs. Ça s'est fait très rapidement. À savoir que la Chine, forcément, a donné une participation aux citoyens. Et l'euro numérique, c'est prévu pour 2025. Donc, c'est dans les standards. Ils sont un petit peu en retard par rapport aux autres pays. Et ils doivent accélérer parce que le jour où les autres pays utilisent ces crypto-monnaies numériques, ça pourrait poser des problématiques sur les marchés financiers. Mais... Donc, si je comprends bien, selon toi, un euro numérique, c'est une bonne solution? C'est quelque chose de bien, pas bien? Après, est-ce que je suis là pour donner mon avis perso? Moi, je dirais. Oh bah oui, on veut savoir. À titre perso, je ne le verrais pas d'un bon œil, justement, parce que moi, ce que je venais rechercher en m'informant sur les crypto-monnaies au début, c'était cette idée de pouvoir de faire partie d'un réseau et de le développer par rapport aux idées qu'on a. Si on n'est pas d'accord avec tel réseau, le Bitcoin, eh ben, on va sur un autre réseau où on crée sa propre crypto-monnaie. L'idée, c'est de gagner un petit peu d'autonomie. Et du coup, donc, je mettais centralisation, contrôle des populations. C'est quelque chose, voilà. Moi, j'aime bien les alternatives, la liberté, et peut-être que vous aussi. Une autre problématique, c'est la concentration de la valeur. Là, c'est juste pour le cas de Bitcoin, des crypto-monnaies, il y en a 13 300, quelque chose comme ça, qui a été noté sur le site hier soir, quand je relisais les chiffres. Toutes les lignes bleues qu'on a du coup sur l'écran, c'est ce qu'on appelle le halving. À ce moment-là, le Bitcoin va diviser son émission monétaire par 2. Les bitcoins qui sont émis, ils vont être donnés aux personnes qui vont valider les transactions qu'on va appeler des mineurs. Ils ont des gros ordinateurs, calcul informatique très puissant et qui est très énergivore. Je le schématise vraiment très simplement. Et du coup, plus on avance dans le temps, moins il y a de bitcoins qui a été mis sur le marché. Du coup, moins il y en a sur le marché, plus il est rare. À terme, il n'y en aura que 21 millions. Ce sera en 2140. Donc, en gros, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, spéculent sur cet actif en se disant que ça montera à l'infini parce que 21 millions, il n'y en a pas assez pour tous les habitants de la Terre. Et peut-être que Anis nous en dira un petit mot là-dessus. C'est très représentatif du coup du fonctionnement de l'or aussi. Et du coup, moi, j'aimerais bien utiliser une monnaie alternative. Peut-être que là, au sein d'un épargnant moyen qui a une problématique face à l'inflation, ça peut être intéressant d'avoir une monnaie qui ne perd pas de valeur dans le temps. Mais au final, quand on voit la prise de valeur Bitcoin aussi importante, aujourd'hui, celui qui n'a pas de Bitcoin, eh bien, demain, il sera pauvre parce qu'il y en a d'autres personnes qui en ont acquis des sommes phénoménales. Et on a des fortunes qui sont créées rapidement. Et voilà. Donc, c'était une deuxième problématique. Concentration de la valeur, c'est les premières personnes qui ont été acteurs de ce réseau-là, forcément, aujourd'hui, sont très fortement enrichies et à détriment de tout le reste de la population. Et du coup, problématique énergétique, donc là, ça ne passe pas tout en entier. On a juste 115 TWh, c'est la puissance électrique que va utiliser le réseau sur une année. Et donc, c'était hier, 13 gigawatts en une journée. C'est la puissance qui est demandée pour faire tourner le réseau juste de Bitcoin. On a dit qu'il y avait 13 000 crypto-monnaies. Donc, potentiellement, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont d'autres fonctionnements qui ne sont pas le proof of work. Je ne rentre pas dans les gros détails, mais en gros, on parlait de la machine qui calcule, les ordinateurs qui calculent. Il y a d'autres possibilités de faire tourner ces crypto-monnaies-là qui seraient beaucoup moins énergivores,
Et, Christophe est un spécialiste, je pense, du coût énergétique des crypto-monnaies. Christophe va nous faire ça dans 2 secondes et je montre juste le petit tableau qui est en dessous. Et il va nous en parler. Qui après. est du coup, plus on avance dans le temps, donc en 2014, on voit une petite bosse. Donc les pics qu'on avait au début au niveau des prix, plus les prix montent, on a des petites bulles. Donc on en a eu une en 2011, on en a eu en 2013, en 2017. Et puis là, on arrive vers la prochaine bulle en 2021. Et à chaque fois qu'on a des pics, forcément, il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'acheteurs. Et du coup, eh bien, on a cette courbe qui augmente et puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Du coup, ça pourrait poser problématique. Et est-ce qu'on introduit Christophe tout de suite ou est-ce que je finis en 2 secondes? On peut, oui, tu finis très très rapidement et après on pourra passer la parole à Christophe. C'était du coup le clin d'œil à ceux qui connaissent les cryptos. Là, on a 4 crypto-monnaies qui sont présentées. Celle qui a un D, c'est le Dogecoin. C'est une blague. Elle a recopié Bitcoin, qui a pris des valeurs juste incroyables. Certains pensent que c'est une révolution monétaire. D'autres pensent que c'est une arnaque. Je vous pose la question, vous en ferez votre propre avis avec ce que j'ai pu présenter, même si, comme tu disais tout à l'heure, socialement, on a quelque chose, on a de l'idéologie qui était à la base de réfuter les marchés financiers, de proposer quelque chose de différent. Et je terminerai juste avec, pour moi, l'élément fondamental, en fait, c'est la confiance qu'on a entre les utilisateurs. Qu'on soit à la base, il y a des milliers d'années, on était sur un échange de coquillages. Aujourd'hui, si demain on s'échange un bitcoin ou peu importe, des euros, ou là j'ai mis une petite pièce d'or aussi, ce qui compte, c'est que les personnes qui utilisent cette monnaie-là, elles se fassent confiance les unes aux autres. Et du coup, bien, est-ce qu'on se ferait confiance autour d'une monnaie numérique? Chacun s'en fera son idée. Donc, plusieurs problématiques, concentration de valeur et un coût énergétique quand même non négligeable. Hein. Christophe, toi, tu as bien étudié la question, je pense. Comment ça se passe alors? Est-ce qu'on doit se sentir coupable de spéculer sur le Bitcoin par rapport à l'environnement? Alors, dis-nous, l'environnement, les cryptos. Ouais, je vais avoir besoin des mains parce que là, dans les vidéos que je fais sur YouTube, je fais beaucoup d'illustrations. J'utilise beaucoup de tableaux, beaucoup de choses qui permettent d'avoir des notions d'échelle. Et la grande question par rapport à celle que tu poses, c'est est-ce que le Bitcoin est carboné? Ouais. Donc, c'est ce qu'on craint tous, c'est ce qu'on lit partout. Il y a même un magazine qui s'était mis à dire, c'était le magazine Newsweek qui s'était mis à dire le minage Bitcoin est sur la voie de consommer toute l'énergie électrique mondiale d'ici à 2020. Or, voilà, on est en 2021, ça n'est pas arrivé. Mais il faut savoir que la plupart des articles qu'on peut lire depuis longtemps ont pratiquement tous la même source. C'est un banquier néerlandais qui s'appelle Alex De Vries qui a créé un site qui s'appelle Digiconomist. Et du coup, la plupart vont chercher sur ce site les interprétations les pires sur ce que consomme le Bitcoin. Alors, j'ai essayé d'imaginer où on en était du Bitcoin. Or, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce graphique, mais ici, c'est 28 terawatts, pardon. C'est la consommation électrique du Bitcoin mondial. Enfin, c'est la consommation électrique mondiale du Bitcoin en 2018. Et ici, 32 terawatts, c'était en 2019. Et en 2020, on est passé à 80 terawatts. Donc, effectivement, c'est exponentiel. Maintenant, est-ce que ça représente une part importante de l'énergie électrique mondiale, comme le craignait le magazine Newsweek? Pour ça, il faut que je vous montre la production mondiale d'électricité. Donc, cette figure-là, on est à la même échelle. Pardon, je vais me mettre là. J'espère que je ne te cache pas trop. Au bout d'un moment, je vais disparaître derrière ce graphique tellement il est grand. Non, mais tout va bien. Ça, c'était la production d'électricité mondiale dans les années 50. Ça, c'était la production d'électricité dans les années 90. Et là, c'est la production d'électricité mondiale dans l'année 2020, en fait. Donc, c'est là qu'on voit que la petite ligne de consommation d'électricité du Bitcoin dans l'année 2021, elle n'est pas si importante dans toute cette production annuelle. Après, ce qui peut être intéressant de voir dans cette production, c'est en quoi cette production annuelle est carbonée. C'est-à-dire que là, c'est le charbon, le gaz, le pétrole. Là, c'est à l'échelle mondiale, bien sûr, mais c'est la production nucléaire. Donc, je vous disais que j'allais disparaître derrière ce graphique. Et après, c'est la biomasse.
En vert, c'est tout ce qui est hydraulique. Et enfin, la fine ligne de production à la fin, c'est la production grâce au solaire ou au photovoltaïque. Autant dire que malgré toutes nos meilleures intentions, on est loin de remplacer toute la production d'électricité par de l'énergie renouvelable. Et pour donner une autre échelle de valeur, ça, c'est la production d'électricité de la France dans la même année 2020. Et c'est là qu'on voit qu'elle est très peu carbonée grâce au fait qu'elle est constituée de 70% de nucléaire. Pour revenir sur donc cette ligne-là, on voit que ça représente très peu. Je vais la coller dessus comme ça. Ah bah ouais, merci. Hop, voilà. C'est un grain de sable dans le cosmos. Voilà, c'est un grain de sable dans le cosmos. Et pour aller plus loin dans cette démonstration, ce qui peut être intéressant, c'est de se renseigner sur la production, enfin la demande électrique de toutes les banques du monde. Si on devait comparer la demande électrique du Bitcoin et la demande des banques. Or, il y a un gars qui s'est amusé à faire cette recherche. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez ça sur le site academybitcoin.com. Il a fait une recherche dans un article qui date de 2017. Donc, à l'époque, donc on n'est pas dans l'année 2020, mais quand même, je ne crois pas que ça ait beaucoup augmenté. Ça, c'est toute la consommation d'électricité de toutes les banques avec... vous ne voyez pas bien, vous êtes un petit peu loin, mais il y a une fine bande sur le côté qui correspond à toute la consommation d'électricité des serveurs des banques. Au centre, c'est tout ce que pourrait représenter la consommation d'électricité de toutes les agences. Et sur le côté, la consommation électrique de tous les distributeurs de billets de banque. Donc, on voit que si on compare les deux, c'est presque... c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Après, la seule différence entre les deux, c'est le volume monétaire miné. C'est-à-dire que quand on voit ce que mine le Bitcoin, c'est un grain de sable au milieu du volume monétaire mondial qu'on peut trouver. C'est exactement ce volume-là, en fait. Ça, c'est tout ce rectangle, tout ce carré jaune, ça représente 89 000 milliards d'euros qui circulent dans le monde. C'est tout ce qu'on peut trouver comme argent dans le monde. Et le Bitcoin, donc le petit carré rouge qui est là, ça correspond aux 18 millions d'unités de Bitcoin. Or, à l'époque où j'ai fait ces recherches, le Bitcoin valait 39 725 euros, ce qui équivaut à peu près à 715 milliards d'euros. Donc, on voit que avec cette consommation d'électricité, elle ne mine que 89 fois moins que tout ce que fait la banque avec ce qu'elle consomme actuellement. Ouais. Donc, la question, c'est si effectivement on disait qu'on remplaçait les banques par du Bitcoin, là, il faudrait, si on ne change pas la technologie du Bitcoin actuel avec les blockchains, il faudrait multiplier par 89 le volume d'électricité qui a été consommé dans l'année 2020. D'accord. Ce qui équivaudrait à exactement toute la surface de l'énergie produite par du gaz, autrement dit, ce volume bleu, en fait. Donc, il faudrait qu'on ait encore un petit peu plus d'électricité produite. Or, il faut savoir que dans cette problématique du réchauffement climatique, il faut au contraire qu'on baisse nos consommations. Et oui. Voilà. C'est peu de le dire. Voilà. Donc, le Bitcoin comme valeur refuge, oui, mais bon, quand même, gros problème. Il faudrait trouver un green Bitcoin, en fait. Alors, si c'est possible. Il est peut-être question d'une évolution de la technologie du Bitcoin. On en avait parlé parfois. Mais voilà, je voulais juste rappeler des chiffres. Ça veut pas dire que c'est carboné, mais ça veut pas non plus dire que c'est pas carboné. Faut savoir que ça représente ou ça peut représenter énormément de térawatts dans notre production d'électricité mondiale. Anis, peut-être un petit mot sur ce qui vient d'être dit sur le Bitcoin. Déjà, ton avis par rapport aux crypto-monnaies. Est-ce que, effectivement, en temps de crise monétaire, pourquoi pas une valeur refuge intéressante ou au contraire, pas top, quoi? Oh, il y a tellement à dire. Déjà, juste pour commencer, quand on présente le Bitcoin comme une avancée, en fait, la première des cryptos était l'or. Donc, pour moi, c'est juste un retour en arrière. La première crypto était l'or? Bien sûr, parce que l'or, alors je vais faire une petite démonstration très rapide. Oui. Je ne sais pas si elle va vous convaincre, mais en gros,
Si Satoshi, là, quand il a voulu et qu'il a pensé au Bitcoin, donc c'est celui qui, Satoshi soi-disant, a créé Nakamoto. Voilà, je pensais plutôt à une organisation plutôt qu'un individu. Oui. Donc, en fait, ils ont essayé de répliquer les qualités de l'or. Quand ils ont commencé à 18 millions et à la fin, il y en aura 21 millions. Et Mhm. donc, c'est une quantité finie et c'est une monnaie qui est libre de dette, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adossée à une dette ou un crédit comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec l'euro. Et donc, quand on veut regarder combien il y a d'or qui a été produit ou extrait depuis la nuit des temps, en réalité, il y en a eu entre 150 000 et 180 000 tonnes. Et quand on regarde ça en mètres cubes, justement, si on devait mettre tout ça dans un cube et qu'on essaie de calculer l'arête, c'est incroyable, c'est un chiffre qui est tellement petit, c'est 21. Et en fait, c'est un cube d'une arête de 21 mètres. Donc ça tient quasiment dans une surface de réparation et un peu plus, quoi. D'accord. Donc tout l'or du monde tient dans un cube d'une arête de 21 qui fait à peu près 9000 mètres cubes. 21 fois 21 fois 21. Ok. Et en fait, pourquoi je compare l'or au Bitcoin? Parce que, un, il est en quantité limitée, et deux, aussi, il est libre de dette. Et donc, au 19e siècle, on a une bataille entre ce qu'on appelle ce qu'on appelle la banking school, c'est-à-dire ce sont des banquiers ou des économistes qui poussaient pour la monnaie dette, la monnaie crédit, face à ce qu'on appelle la currency principle. C'est des gens qui disaient que l'or ou l'argent, la monnaie devait être tout le temps adossée à l'or ou l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait une valeur tangible et une limite justement à la création monétaire. Parce que la dette, il n'y a aucune limite à la création de monnaie par la dette, alors qu'il y en a une quand c'est l'or ou l'argent. Mais en fait, cette bataille, elle a duré quasiment 100 ans. Et en 1971, c'est la fin des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire que le président américain à cette époque, Nixon, est arrivé et il a dit, bon, vous savez, tout le système mondial qui est né en 1944 via les accords de Bretton Woods, qui dit que en gros, le dollar est adossé à l'or et toutes les monnaies sont fixes par rapport au dollar, ben, vous savez quoi? Hop, ça n'existe plus. Donc le dollar maintenant, il est adossé à rien du tout. Et donc, c'est la fin de ce qu'on appelle la monnaie libre de dette qui est adossée à l'or. Et ça a duré 40 ans jusqu'à la crise de 2008. Et il y a fin octobre, le 31 octobre 2008, justement, il y a eu cette mise en place de cette monnaie qui est le Bitcoin, qui n'est rien d'autre qu'un retour d'une nouvelle bataille entre la monnaie libre de dette et la monnaie dette. Et on est en train de vivre ça depuis 13 ans. Et voilà, donc après, en termes écologiques, euh, moi, ce qui me fait vraiment, vraiment peur, c'est pas le Bitcoin, c'est plutôt la monnaie dette. Parce que, en fait, il y a un lien il y a un lien entre la monnaie dette et l'écologie. Pourquoi? Parce que, justement, la nature exponentielle des taux d'intérêt sur laquelle repose la monnaie, donc je le répète encore une fois, la monnaie ne peut être créée que s'il y a un crédit ou une dette avec taux d'intérêt. Et donc, le fait qu'il y ait des taux d'intérêt à payer aux banquiers eh ben, fait en sorte qu'on doit être constamment en croissance. C'est mathématique. C'est-à-dire que si à un moment on décroît et on détruit de la monnaie, eh ben, on n'aura pas assez pour payer les intérêts. Donc cette monnaie doit être constamment en croissance. Il n'y a rien qui la limite. Alors que quand la monnaie était adossée à l'or ou à l'argent, il y avait au moins des stocks physiques qui limitaient cette création monétaire. Mais depuis 71, il n'y a plus rien qui limite la création monétaire. Donc, les industriels, les multinationales, etc., les États dépensent, tout le monde dépense allègrement grâce à cette monnaie dette et on puise dans les ressources. Et quand on regarde les graphes, de tous les graphes, que ce soit de la monnaie, du carbone, de tout, même des graphes qui, on peut penser qui n'ont rien à voir. Par exemple, le graphe des suicides ou des anxiolytiques qui sont pris dans le monde ou tous ces petits graphes-là, eh ben, tous ces graphes-là explosent et deviennent exponentiels de la même façon que la monnaie est exponentielle. Et donc, il faut revenir justement à une monnaie qui soit limitée. Alors, est-ce que c'est le Bitcoin la solution? Valentin en a parlé. Moi, ce qui me pose vraiment problème avec le Bitcoin, c'est qu'on va passer d'un extrême à l'autre. Alors, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. C'est ce que j'appelle la thésaurisation et que tout le monde appelle la thésaurisation. Oui. Ce qui est bien avec alors la monnaie dette,
qui est émise par les banques commerciales, elle a plein de mauvais côtés. C'est-à-dire que c'est la banque commerciale qui va décider à qui prêter cet argent. Donc, elle peut décider de prêter plus de 50 milliards d'euros à Drahi, à un seul homme. C'est celui qui possède en ce moment BFM, par exemple, ou Altis, ou SFR. Donc, Il a une fortune de combien, lui, déjà? Tu as un chiffre lui, il a emprunté, il a emprunté à peu près entre 50 et 60 milliards et il a une richesse entre 8 et 10 milliards. Et donc, c'est ça qui pose problème, c'est que socialement, les banques peuvent prêter aux mêmes personnes et surtout, elles peuvent prêter à des projets qui peuvent être mauvais en termes de carbone. Les banques sont très carbonisées, c'est-à-dire que là, à chaque fois qu'il y a un problème de dette sur une entreprise, une multinationale qui investit dans le gaz de schiste ou quand il y a la société mexicaine qui a eu son problème dans le golfe du Mexique avec la fuite de pétrole sur une de ces plateformes offshore, c'est-à-dire sur la mer. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que la Société Générale et le Crédit Agricole, la BNP, étaient tous impliqués. Des banques françaises étaient impliquées jusqu'au golfe du Mexique dans des activités très carbonisées. Donc ça, c'est les mauvais côtés de la monnaie dette. Mais il y a quelque chose de bien dans la monnaie dette, c'est que comme ça repose sur le crédit, c'est une monnaie de flux en fait. L'argent, il ne peut pas être thésaurisé. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 euros et que vous le gardez dans votre compte, si vous ne l'investissez pas, eh ben, vous allez avoir une érosion de cette monnaie par l'inflation monétaire. Et à qui profite cette inflation monétaire? Elle profite aux banquiers qui vont en tirer d'abord ses intérêts, mais aussi à ses clients, à Drahi, à Arnaud, à tous ces quadras qui vont acheter 5 Airbnb au centre, dans les centres-villes, etc. Et qui vont faire en sorte que la monnaie va valoir de moins en moins et tout va coûter de plus en plus cher, notamment l'immobilier pour les jeunes. Donc, ça, c'est un peu le mauvais côté. Mais surtout aussi, le mauvais côté, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui nous pousse constamment à consommer et à prendre de l'avance sur le temps et de façon exponentielle et à détruire la monnaie. Donc, c'est un peu le feu, la monnaie dette. Mais le Bitcoin, c'est tout le contraire, c'est le gel. Pourquoi c'est le gel? Parce que justement, celui qui thésaurise le Bitcoin, eh ben, il va se dire, mais pourquoi je vais le dépenser? Parce que plus je le garde et plus il va prendre de la valeur. Donc le Bitcoin pousse aussi un peu à thésauriser en fait. Exactement, c'est le contraire. L'autre pousse à dépenser, à dépenser toujours plus vite, etc. Et le Bitcoin pousse à thésauriser. Il faut trouver un juste milieu en fait, c'est ça Exactement. Et ça, alors justement, et j'espère que les monnaies locales, bah non, j'espère justement que les monnaies locales joueront ce jeu d'être cette monnaie qui circule. Parce que je regardais, je parlais avec un Chinois, alors je lui expliquais, un ami chinois, je lui expliquais toutes mes histoires, etc. Il me dit, ah, c'est marrant, mais en Asie, on a exactement la même chose. On dit qu'on compare souvent la monnaie à l'eau. Et en gros, l'eau qui stagne, en fait, c'est très mauvais parce que quand l'eau stagne, justement, elle ne circule pas et elle favorise les bactéries et les parasites. Et ce que disent les gens en Chine, etc., dans ce qu'on apprend aux jeunes, c'est que la monnaie doit circuler et qu'elle devienne comme l'eau courante. Justement, il y a ce mot de courante, c'est-à-dire qui court, qui circule. Pourquoi? Parce que on libère de l'énergie. Et il y a des moyens justement de limiter la monnaie, de faire en sorte qu'elle soit en croissance peut-être, mais comme le Bitcoin en petite croissance, c'est à nous de décider socialement ce qu'on veut pour notre monnaie. Moi, je pense que personnellement, une croissance de 3% par an, c'est très très bien, ou peut-être même un peu moins, ça dépend justement de l'activité économique. Mais il faut, pour que l'argent ne soit pas thésaurisé, il faudrait faire en fait reprendre l'idée de Silvio Gesell qui a dit que toutes les marchandises rouillent, s'oxydent, pourrissent, moisissent, etc. Ben, il faut faire en sorte qu'on ramène l'argent au niveau des marchandises. Et comment on fait ça? On fait ça grâce à ce qu'il appelle la fonte, c'est-à-dire que les monnaies soient fondantes. C'est-à-dire et les monnaies locales, elles peuvent justement utiliser des protocoles. Ouais, tu peux nous expliquer ce concept de monnaie fondante? Alors, c'est quoi la monnaie fondante? On va prendre un cas très. Je ne vais pas parler de l'euro ou quoi que ce soit, parce que quand je réfléchis à la monnaie fondante,
Moi, je réfléchis au niveau de l'euro. Mais si on prend une monnaie locale, on peut se dire on peut voir la monnaie locale comme un réseau. Voilà, je rentre dans un réseau local. Donc moi, si je suis un artisan ou un commerce, etc., je me dis, je rentre dans ce réseau, je vais utiliser une monnaie qui va favoriser justement les échanges sociaux au niveau local. Et donc, qui dit local dit écologique aussi, la plupart du temps. Donc, et pour celui qui rentre, en fait, il va se dire, mais moi, est-ce que j'ai quelque chose à gagner à rentrer dans ce réseau? Alors, pour moi, il a plusieurs choses à gagner, celui qui rentre. Donc, si on se place du niveau du commerçant, quand on rentre dans un réseau, par exemple le réseau Internet, quand on veut aller sur Google et être référencé, il y en a qui payent jusqu'à 5 à 10% de leur chiffre d'affaires pour être référencé sur Google. Pourquoi? Parce que Google va faire de la pub et ça va ramener du chiffre d'affaires. Et donc, si on est dans un réseau local et qu'on a des clients qui veulent dépenser l'élève, une monnaie locale, donc il y a un intérêt pour le commerçant. Deuxièmement, pour celui qui est de l'autre côté, en fait, j'ai tourné la question dans tous les sens et je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais je pense que c'est Jean Covici. Il disait que justement, la meilleure façon pour ceux qui ont peur du collapse ou d'une guerre ou je sais quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur des ces choses-là, pardon. La fin du Et monde. voilà, et c'est ces gens-là qui thésaurisent beaucoup en fait. C'est ces gens-là qui vont beaucoup vers le Bitcoin parce qu'ils se disent que les monnaies fiat, tous les 100 ans ou même des fois avant, elles explosent. Donc, la meilleure façon de justement de se couvrir, c'est de rentrer dans un réseau local. D'accord. C'est ce que disait cette personne, parce que si on va faire son petit potager, etc., et que tous nos voisins meurent de faim, je ne pense pas qu'on va avoir la puissance de défendre notre petit potager face à des gens qui ont faim. Donc, ça ne sert à rien, toutes ces histoires. Le meilleur couverture, c'est justement de favoriser dès maintenant ce réseau local. Oui. Et alors, c'est quoi la fonte? Donc, pour que l'argent circule au niveau de ce réseau local, imaginons qu'on dise pour 100 euros équivalent dans la monnaie élève, chaque jour de la semaine et pas le week-end, on perd 1 centime. C'est rien, c'est 1 centime sur 100 euros. Donc, c'est 1 divisé par 10 000. C'est tout petit. Et à la fin de l'année, on perd 2,60 €. Donc, si on perd 2,60 €, moi, ça va me pousser à dépenser et à la faire circuler dans l'économie. Ces 2,60 € ne sont pas perdus, en fait, sont récoltés par le réseau et peuvent servir à le faire connaître ou à organiser des événements ou à faire de la publicité, etc. Et de l'autre côté, les commerçants, ils doivent justement attirer les gens, parce que des gens aujourd'hui qui ont des euros, malheureusement, ils perdent déjà en termes d'inflation de l'argent. Si en plus ils perdent ces 2,60 €, ça peut faire beaucoup. Il faudrait que les commerçants, pour attirer des gens dans le réseau, fassent l'effort justement de faire des réductions ou des remises pour que justement les gens viennent. Et c'est dommage, alors il y a des choses qui ne sont pas possibles parce que c'est au niveau de l'État que ça se décide, mais à chaque fois on parle de TVA réduite quand il s'agit d'activités particulières. Moi je pense que ceux qui utilisent les monnaies locales, vu que c'est local, devraient profiter justement sur la production locale et les services locaux d'une TVA réduite ou voire même de zéro TVA, parce qu'on n'arrête pas de parler d'écologie, on fait beaucoup de greenwashing, nous disant que la solution est au niveau de la Banque centrale européenne ou des banques commerciales. C'est pas vrai, c'est que du marketing. La solution, c'est justement, est-ce que c'est normal que une société très carbonée qui ramène de la marchandise d'Australie ou des fraises du Chili, est-ce que si elle paye 20% de taxes de TVA, est-ce que c'est honnête alors que quelqu'un qui va donner, qui va faire de l'aide à la personne ou quoi que ce soit, peut lui aussi payer une taxe aussi importante ou des impôts aussi importants? Alors, Sébastien, du coup, là, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, l'aspect réseau, l'aspect carboné. Est-ce que, du coup, les monnaies locales peuvent être vraiment ce compromis entre l'effet un peu pervers et incitateur à toujours dépenser avec la monnaie dette, l'aspect un peu
thésaurisation avec le Bitcoin. Est-ce que les monnaies locales peuvent représenter un peu cet entre-deux et apporter aussi l'aspect réseau dont nous a parlé Anis à l'instant? Tu me donnes combien de temps? On a 1 heure? Oh là. Alors, on va avoir. Oui, il va y avoir quelques questions aussi à la fin. Donne-moi un Si on timing. prend en compte les questions, on va dire, allez, max 10 minutes. Et là, j'ai 5 minutes pour parler alors? 5-10 minutes. Ok, d'accord. Synthétique. Déjà, reposons. Merci pour l'intervention, pour vos interventions respectives. Effectivement, la question, je reprends un peu à rebours et après je viens à ta question. Je t'en prie, d'accord, bien sûr. en posant 2-3 éléments dans le contexte. La fonte, c'est un outil qui est fort intéressant parce qu'à l'inverse des intérêts, les intérêts s'écrit ex nihilo. La fonte, c'est sur un volume constant et on peut puiser dans ce volume constant. Donc déjà, il y a quelque chose d'un réancrage dans la réalité qui est absolument important. Le deuxième point, c'est la question de l'énergie, effectivement, autour de l'économie. C'est quelque chose qui est central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'économie, en fait, elle est aussi substituée ou très corrélée à la question de l'énergie. L'évolution du prix du pétrole, on voit l'évolution du coût de pétrole unitaire, du baril, on voit l'évolution au cours du temps et on voit l'économie qui suit exactement la même courbe, mais le prix du pétrole précède la question du PIB ou de la production du PIB. Et c'est fort intéressant de se redire l'énergie, c'est central dans notre société et on ne peut pas penser à une économie sans énergie. Et pour redonner un peu quelques ordres de grandeur, en faisant des calculs, les banques moyennes en France, enfin la valeur moyenne de l'euro en termes d'émissions de gaz à effet de serre en France, est-ce que vous avez un ordre de grandeur? Chaque euro que vous stockez en moyenne, combien il émet de gaz à effet de serre? Allez, des chiffres. 100 grammes, ok. Un petit kilomètre en voiture. Plus, moins. Sur la Lune. C'est environ, la moyenne, c'est 500 à 600 grammes de CO2 émis par euro que vous stockez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque euro que vous avez à la banque, quelle que soit la banque, c'est des moyennes françaises, la pire étant la Société Générale. Avant, c'était le Crédit Agricole, mais ils prennent le record les uns derrière les autres, donc tout va bien. Ils sont montés jusqu'à 800 grammes. C'est l'équivalent de 6 à 7 km parcourus en voiture. Pardon, 4 à 5 km parcourus en voiture avec le parc moyen automobile français. Qu'est-ce que ça veut dire? Théorie, vous avez 100 000 euros en stock en banque. Il vaut mieux vous acheter à 70 000 euros une Porsche et faire tourner le moteur 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Vous émettrez moins de gaz à effet de serre avec ça qu'en laissant votre argent à la banque. C'est juste pour donner des ordres de grandeur en disant attention, l'économie, c'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Je me permets de te couper. Excuse-moi, est-ce que c'est lié aux investissements que fait la banque? C'est ça? C'est pas lié à sa consommation d'énergie? Non, c'est clairement lié aux investissements que fait la banque. La banque, pour générer vos intérêts, mais Anis va me confirmer ou me contredire derrière, c'est-à-dire qu'elle doit investir dans des industries, entre autres, qui génèrent le plus de revenus et le plus de bénéfices. Ces industries-là sont principalement les industries liées à l'extraction de toutes les énergies fossiles et fissiles, l'armement, voilà, et puis l'industrie pharmaceutique, qui ne sont pas les industries les moins polluantes de la planète non plus, comme vous le savez. Donc là, l'euro se prend une grosse claque dans la figure avec tout ce que tu nous dis. Et je viens après à tes questions. Ah oui, Valentin, tu voulais Exactement, compléter? c'était juste le chiffre peut-être que voulait donner Anis tout à l'heure et qui va te suivre aussi, c'est nos banques, elles investissent en moyenne à 70% dans les marchés actions dans les énergies fossiles. 70%. Et on pense, nous, que notre argent est bien gardé en banque. Et les crédits qu'elles octroient, c'est 40% sur les énergies fossiles. Donc c'est colossal. Et moi, c'était justement une des premières questions que je me suis posée, mais il faut absolument que je sorte mon argent d'ici et qu'est-ce que j'en fais derrière? Bon, est-ce que je peux répondre juste Vas-y, Anis, je t'en prie, si tu veux rebondir. Ouais. Alors, c'est ça qui est vicieux. Ils ne veulent pas laisser parler des monnaies complémentaires. On y vient, on y vient. Non. Alors, juste une seconde, parce que c'est justement pourquoi il faut aller vers les monnaies complémentaires, justement. C'est que quand on confie son argent à la banque, c'est ça qui est... En fait, ils ne travaillent même pas pour nous, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à notre argent officiellement. Ils ont le droit d'en créer à côté. Ils ont créé, en fait, mais si c'est juste une construction de l'esprit, parce qu'ils vont dire, bon, on ne touche pas à votre argent et ne vous faites pas de soucis, votre argent est garanti jusqu'à 100 000 euros. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que c'est un fonds de garantie qui a à peine 4 milliards, alors qu'il y a sur les comptes à peu près 1500 milliards. Donc c'est vraiment une goutte d'eau
Mais en réalité, ils ne travaillent pas les intérêts pour nous, ils les travaillent pour eux. C'est ça qui est dangereux. Et quand ils perdent de l'argent avec cet argent qui a été créé de nulle part, qui est en fait le miroir de notre épargne, on se dit, bah là, ils vont perdre de l'argent. Même pas. En 2008, ce sont les États qui les ont aidés d'abord, puis la BCE. Et en 2020, ça a été la BCE directement qui s'est mis à imprimer à tout va. Et aujourd'hui, que ce soit la BNP ou même des assureurs comme AXA, ils savent même plus quoi faire de leurs milliards et ils se mettent à racheter leurs propres actions pour les détruire, ce qu'on appelle le rachat d'actions. Donc, vraiment, le fait que la monnaie soit centralisée sur des nœuds surdominants comme la BCE, la Société Générale, la BNP, etc., fait en sorte que on perd, nous, un peu de notre pouvoir. Et l'idée, c'est de tout ce qui ramène justement à décentraliser l'économie et à la mettre à plat et à en faire une économie horizontale. Sont il faut vraiment que tout le monde y participe. Tout à l'heure, j'ai dit qu'est-ce qu'on a à gagner, mais ne serait-ce que ça. C'est parce que des fois, on ne fait pas le lien entre monnaie et démocratie. Mais une fois que la monnaie est concentrée entre les mains et une fois que ce sont des institutions privées qui ont le pouvoir de créer de l'argent et de le prêter à qui elles veulent et de le prêter à Drahi qui va derrière acheter BFM TV, RMC, etc., ou le prêter à Bolloré qui va acheter CNews, etc. En fait, en faisant ça, ce qu'on ne sait pas, ou on ne se rend pas très bien compte, c'est qu'on donne les clés de notre démocratie à des institutions privées qui, justement, vont faire prendre en otage notre démocratie, justement, en manipulant les opinions. Donc, il faut revenir au maximum à tout ce qui est local, que ce soit des coopératives, des monnaies locales, etc. Il faut revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'en plus de ce que tu viens de dire à Nice, on a été pollué depuis notre enfance, en tout cas à la mienne, moi je suis né au début des années 80, par une image de ce que c'est le développement durable. Vous vous souvenez avec les 3 cercles, l'environnement, le social et l'économie. Et ça, c'est quelque chose qui nous a pollués parce que c'est comme si l'économie était en dehors de l'environnement et du social. Mais non, aujourd'hui, les nouvelles définitions du développement durable, je trouve, servent les propos des monnaies complémentaires qui permettent d'introduire le sujet. C'est de se dire que nous sommes dans une galaxie, nous sommes dans le système solaire, nous sommes sur la planète Terre. Sur la planète Terre, il y a les êtres humains. Et c'est les êtres humains qui ont créé l'économie. Alors effectivement, aujourd'hui, l'économie s'extrait et s'affranchit totalement de ce que c'est l'humanité. Et c'est là où il faut revenir à l'essentiel. Mais en gros, on a une sphère environnementale dans laquelle il y a une sphère sociale et dans laquelle il y a une sphère économique. Et c'est comme ça qu'on doit voir l'ensemble et revenir sur ces bases-là. Alors, les monnaies complémentaires et locales, c'est ça qui est intéressant, hein, MLCC, citoyenne aussi, ont plusieurs vocations. La première, c'est recréer de la richesse sur des territoires. C'est quelque chose qui est extrêmement simple et pourtant qui est contre-intuitif. On a tout ça. Quand on parle de richesse, quand on demande à quelqu'un s'il est riche, c'est le stock, la quantité d'argent qui est disponible. Or, si on regarde à l'échelle d'un territoire, c'est absolument pas ça. Eu égard à ce que tu disais avant sur l'eau, on peut faire le parallèle sur l'énergie. Vous imaginez l'énergie de stock, c'est les énergies, le pétrole, le gaz, le fuel, ce sont les énergies qui polluent. Donc, l'économie de stock, c'est aussi l'économie qui pollue parce que c'est thésaurisé, ce n'est pas utilisé. Les énergies de flux, les énergies renouvelables, ce sont des énergies dites nobles. Et comme l'économie, c'est de l'économie de flux qui est intéressante. Et là, si on peut rajouter, parce que je ne vous ai pas dit mon ancien métier, j'étais énergéticien, ingénieur énergéticien, on parle d'entropie en énergie, c'est la création de désordre. Une fois qu'on a cramé du gaz ou du pétrole, on ne peut plus recréer du gaz ou du pétrole à partir de fumées qui sont sorties ou de la chaleur qui est apparue. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts du point de vue économique, c'est-à-dire qu'on génère quelque chose qu'on n'aura plus jamais à récupérer derrière. Mais j'en reviens à cette notion de flux qui est extrêmement importante. Vous avez 1 euro en poche, c'est votre richesse à l'échelle individuelle. Vous ne l'utilisez pas, vous créez 0 de richesse sur votre territoire. En revanche, 7 euros ou cet élève, prenons l'élève, c'est encore mieux, je le sors, je le donne à mon voisin qui va le donner un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et on fait 10 tours comme ça avec ce même billet d'élève. Eh ben, on a généré 10 euros, ou l'équivalent de 10 euros, 10 élèves de richesse sur le territoire. Et donc, la notion de richesse, si on la considère comme ça, elle est totalement déconnectée de la quantité d'argent qui est disponible. Et les monnaies complémentaires servent à ça. C'est-à-dire que statistiquement, on le voit, elles sont utilisées 3 à 4 fois plus que l'euro que vous avez en poche. Donc, elles génèrent beaucoup plus de richesse. L'élève, par exemple, a 100 000 euros de stock, 100 000 élèves qui circulent sur le territoire. Et si elle circule 5 à 6 fois, comme on l'imagine, ça génère en 600 000 et 700 000 élèves ou euros de chiffre d'affaires sur le territoire. Donc ça, c'est extrêmement important.
Ça permet, par rapport à la fonte, je ne reviens pas à la question des intérêts, tout ça, ça permet de favoriser la circulation de la monnaie. Premier point. Deuxième point, ça crée des réseaux et parmi les prestataires, parmi les usagers, ça fait référence à une communauté. Vous savez, l'être humain, il a besoin de pouvoir être dans une communauté pour pouvoir se repérer. Alors, pas une communauté fermée, autocentrée. Par exemple, la plupart des monnaies complémentaires ont fait le choix de ne pas être des ayatollahs en disant c'est que les commerçants ultra parfaits qui rentrent à l'intérieur. Mais au contraire, il y a une vertu pédagogique d'ouvrir un peu les monnaies complémentaires et en disant tu rentres dans le réseau, tu n'es pas parfait, c'est pas grave. Mais quel pas supplémentaire tu es prêt à faire avec nous? Et c'est ça l'enjeu. Voilà, ça c'est le deuxième point, une amélioration continue. Le troisième point, j'y reviens sur cette question de réseau, c'est une autre partie du réseau. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes commerçant, souvent vous êtes seul, il y en a certains dans la salle, moi je le suis aussi. On est seul face à nos clients, face à nos salariés, face à nos collègues, face à l'État. Et l'idée de se retrouver dans un réseau qui partage un peu les mêmes valeurs, ça permet aussi tout simplement d'échanger et de se dire mais qu'est-ce qui se passe pour moi? De lâcher. Parce qu'évidemment, on réfléchit toujours au niveau du cortex en se disant intellectuellement qu'est-ce qui se passe, mais on vit aussi, on est des êtres humains, on vit des émotions, on a des doutes, des certitudes, des envies, et tout ça, c'est comment on le crée et le partage. Le quatrième point, c'est la question de la résilience. C'est-à-dire que plus on a un réseau qui est maillé, plus il est fort ce réseau, plus au cas où il y a une personne qui tombe en rade parmi un de ces éléments-là, on peut le soutenir. Ce n'est pas un élément central, et si cet élément central s'effondre, et ben, du coup, on n'a plus rien comme réseau, comme communauté. Alors que là, on peut s'entraider entre commerçants, on l'a vu, sans donner d'exemple très précis, il y a eu du prêt de salariés, il y a eu de l'avance de trésorerie, et donc ça, c'est aussi une vertu. Et ça se fait pourquoi? Le cinquième point, la création de confiance. Alors la confiance, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. La confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on donne au préalable et qui est acquis ad vitam aeternam. Il faut en donner un peu au départ, mais c'est un produit de sortie d'une expérience collective. C'est ça, la notion de confiance. Parce que souvent, on dit, ouais, il faut faire confiance. La confiance, c'est quelque chose qu'on acquiert au cours du temps. Et du coup, la pratique collective, l'animation de ces réseaux-là, le fait que vous soyez là, que vous puissiez en discuter, c'est comme ça qu'on crée la confiance. Et cette confiance-là, on ne peut pas le faire avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, mais parce qu'on l'a en tête-à-tête. Quelquefois, on est en visio. Malheureusement, on a eu la période Covid. Mais là, l'enjeu, il est aussi de pouvoir se redire, on est ensemble, côte à côte, et on peut discuter. D'ailleurs, les monnaies complémentaires qui marchent le mieux d'un point de vue de la dynamique bénévole citoyenne sont celles où l'épicentre est situé à 20 km des personnes les plus éloignées, parce qu'il faut pouvoir se déplacer si on veut de cette dynamique-là. Voilà, donc ça, c'est un des enjeux. Il y en a d'autres encore, c'est la question de la démocratie. Je reviens sur ce qui a fondé la monnaie autrement en disant, mais on n'est pas des économistes et on veut parler d'économie. Ce n'est pas quelque chose qui est éloigné, qui appartient à quelques personnes, comme tu le disais à Nice, mais au contraire, nous, on peut se le réapproprier, même si on n'est pas des spécialistes ou des experts ou des expertes de la question. Et il y a cette notion de démocratie en disant, on peut recréer un réseau sur lequel on a prise et on peut changer les règles du jeu en cours de route. L'élève, on a changé plusieurs fois les règles du jeu. Par exemple, quand vous donniez 20 € au démarrage de l'élève, vous receviez 21 élèves. C'est-à-dire qu'il y avait un abondement qui était financé par les prestataires du réseau. Vous gagnez du pouvoir d'achat, si on regarde ça comme ça. On a changé ces règles-là en cours de route. À un moment donné, on a dit on veut faire l'élève numérique. On a fait une assemblée générale. L'assemblée générale, la première, c'était en 2018, a dit non, on ne le fait pas parce que le numérique, ça consomme beaucoup d'énergie. 2020, on est revenu avec cette question-là, on avait retravaillé et l'Assemblée générale a dit OK. Et c'était des gros débats. Il y avait une centaine, 150 pour ceux qui étaient présents, voire 200, je crois, ou 160 le soir le plus fort, avec beaucoup de personnes, des débats très, très forts, des expressions très fortes. Et on a construit comme ça. Et c'est dans le temps et on s'est forgé des avis collectivement. La question, c'est, et je passe un cran au-dessus, parce que ça, c'est sur la vision interne, se dire mais comment on peut créer un outil en local. C'est tout simplement, nous, on n'a pas vocation, par exemple, l'élève, mais toutes les autres monnaies complémentaires, à dire c'est ça qui va rester dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est recréer des habitudes chez nous qui nous permettent de dire on sait créer les outils dont on a besoin pour le futur. Aujourd'hui, on crée une monnaie complémentaire, on crée des banques du temps, on crée des AMAP, on crée des centrales de production villageoises. C'est aussi en cours sur le bassin chambérien. Donc, on fait plein de choses comme ça et c'est juste travailler le pouvoir d'agir de chacun en disant, mais non, on n'est pas obligé de tout déléguer. On peut aussi retravailler à l'échelle locale. Et ça, c'est vraiment une vision de société et je pense que c'est essentiel
de voir ça aussi dans les monnaies complémentaires qui ne sont pas qu'un outil. Si vous arrêtez au plan comptable des monnaies complémentaires, on loupe tout un pan qui est de c'est quoi l'éducation entre nous, c'est quoi faire alliance, c'est quoi le lien, c'est quoi le réseau, c'est quoi se faire confiance. Et c'est tout ça qu'on travaille au travers de ces questions-là. Est-ce que est-ce que les monnaies locales ont déjà fait leur preuve en période de crise monétaire? Est-ce qu'on a déjà des faits, des exemples je vais y arriver, Ouais. de monnaies locales qui ont fait leur preuve, voilà, de réseaux qui se sont constitués pour faire face aux crises monétaires? Est-ce que, par exemple, dans l'exemple de la Grèce, c'est quelque chose qu'on a pu observer? Là, en fait, ce qui s'est passé, alors je ne suis pas un ultra spécialiste, en revanche, je me cultive pas mal et je regarde pas mal ces questions-là. Effectivement, en Grèce, c'est pas tant. Il y a eu quelques monnaies complémentaires qui ont pris le relais, mais c'est tout ce qui gravite autour. C'est-à-dire qu'ils ont recréé du lien, du réseau en local, comment ils pouvaient s'échanger, du troc, du temps, de la monnaie, etc. Ce qui me permet de dire que l'économie, c'est comme l'agriculture. Si vous faites de la monoculture sur un terrain, vous allez appauvrir votre terrain. Donc, sur les questions de monnaie complémentaire, ou tous les outils, il faut de la polyculture économique et multiplier les outils. On peut avoir sur le bassin chambérien 3, 4, 5 monnaies différentes. À Nice, tu pourras certainement en parler, mais c'est des choses. 1 euro à l'échelle européenne, aucun problème. On pourrait revenir au franc, et je m'affranchis de toutes les discussions politiques du Rassemblement national sur ces questions-là. Je ne partage pas du tout, mais de dire il y a une logique à avoir une monnaie nationale et à avoir une monnaie locale. Et ce n'est pas du ou, c'est du et, et à avoir un outil ou un usage pour chacune de ces monnaies. Pour répondre à ta question, en Amérique latine et notamment en Argentine, au début des années 2000, il y a eu un effondrement de la monnaie centrale argentine et ce sont essentiellement les monnaies complémentaires, enfin pas essentiellement, mais beaucoup les monnaies complémentaires ont repris le relais. Le malheur de la chose, c'est que l'être humain a un tropisme, c'est qu'à force de recentraliser, il y a des petites monnaies complémentaires un peu partout, elles se sont recentralisées au fur et à mesure et on a recréé le système équivalent et précédent. Pourquoi? C'était le système qui consommait le moins d'énergie, pas au sens environnemental du terme, mais en termes de gestion. Et donc là, ça renvoie aussi à la posture que nous avons à avoir à chacun et chacune, c'est de se dire le système le plus facile n'est pas nécessairement le meilleur pour nous. Et quelquefois, recréer de l'économie, recréer des outils à l'échelle locale, ça consomme de l'énergie, ça demande du temps, ça demande une forme de... Et je vais utiliser un gros mot, mais une forme d'hygiène personnelle en se disant, ben oui, c'est pas facile tout le temps, mais il faut le faire. Et c'est toujours cette vigilance-là sur laquelle il faut jongler. Et à la fois, il faut qu'on en voit le bénéfice parce que sinon, ça n'a aucun intérêt au sens positif pour nous. Très bien. J'aimerais qu'on applaudisse tous nos intervenants et Anis, notre invité. Si dans la salle, il y a des questions, soit pour Anis, soit pour nos 3 intervenants, n'hésitez pas. On va peut-être avoir un micro qui va pouvoir se balader. Je ne sais pas où il est, le micro mobile. Est-ce qu'on a des questions alors dans la salle? Ah, on a une question là-bas. Bonjour, et puis merci pour l'intervention, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de créer une crypto-monnaie version locale, par exemple, une blockchain version locale? Valentin, tu veux t'y coller? Effectivement, on a le Léman. Donc, pour ceux qui voient le lac Léman, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont réussi à créer en plus une monnaie locale qui est sur 2 pays, la France et la Suisse. Elle est sur les 2 monnaies euro et le franc suisse, et qui est créée sur la base d'une blockchain. Et du coup, comme c'est une blockchain en proof of work, avec ces machines qui calculent, on a une notion énergivore qui est relativement importante. Mais ça existe déjà, et du coup, c'est une question qu'on peut se poser. Il faut qu'on règle justement ces problématiques énergétiques. Si c'est réglé, peut-être que c'est une solution. Ça répond à ta question? Futur investisseur crypto local. Deuxième question. Justement, juste pour dire, le but du jeu de la monnaie locale, ce serait aucune prise de valeur. Pas de spéculation. Pas de spéculation. Ok. Monsieur, pardon, excusez-moi. Merci. Bonsoir, merci à vous tous. Une question par rapport à la BCE qui a longtemps eu cette politique monétaire un peu de, comment on appelle ça, de quantitative easing et qui, je crois, poursuit ce genre de politique. Comment on va s'en sortir de cette allée en avant parce que j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas faire marche arrière quasiment, que c'était un peu verrouillé cette trajectoire. Anis, tu veux répondre à cette question? Ça va nous plomber l'ambiance. En Vas-y, fait, vas-y. oui, il a tout dit. En fait, le quantitative easing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la BCE ou la Fed, etc., qui émet des euros et qui va derrière racheter de la dette des États ou des multinationales.
Et donc à l'échange des euros centraux qu'elle a elle-même créés contre de la dette des multinationales et des États. Le problème, c'est que on fait ça depuis 2010. C'est la seule solution qu'on a trouvée à la crise de la dette de 2008 et de la crise de la dette souveraine de 2011 en Europe, entre 2011 et 2014. Et en fait, on a répondu à un problème de dette par plus de dette, par plus de création monétaire, pour favoriser toujours plus de dettes. Et là, c'est une fuite en avant. En fait, on ne peut pas s'en sortir. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de fermer le robinet monétaire, les marchés monétaires, les marchés, pardon, là où il y a tous les actifs, c'est-à-dire que ce soit les obligations, les actions, etc., ont chuté. Et même en 2019, on a eu justement des petites secousses qui nous ont alertés et qui allaient nous dire, parce qu'ils ont commencé à arrêter de printer, d'imprimer de la monnaie, les banques centrales, et on voyait la crise venir. Et justement, le Covid a agi un peu comme une aubaine, qui a permis justement, comme tout le monde a eu peur, d'y aller à la bonne franquette. C'est-à-dire que les banques centrales sont mises à imprimer comme des malades pour les injecter dans les marchés financiers. Et donc, oui, il n'y a pas de solution en fait. La solution, c'est soit ils ferment le robinet monétaire et ils remontent les taux pour contrer l'inflation. Et dans ce cas-là, on va avoir une crise financière, une crise économique et sûrement une crise sociale. Soit il ne faut rien, on va avoir toujours plus d'inégalités de richesse, toujours plus d'inflation. L'inflation qui est de nos jours payée par les plus pauvres parce que les plus riches ils ne la payent pas. Donc, on a une inflation de l'immobilier, une inflation en ce moment de l'énergie et même de l'alimentaire. Donc, ça, c'est payé vraiment par les ménages les plus pauvres et les plus riches, eux, vont profiter de cette prolifération monétaire qui fait que la bourse monte, l'immobilier monte, etc. Et dans ce cas-là, on a un risque, un risque de chaos social ou pour faire taire tout le monde, de totalitarisme avec à la fin un petit revenu universel pour faire taire tout le monde. Donc c'est très inquiétant. L'avenir, il n'est pas. Si on continue justement avec la monnaie dette, l'avenir, il n'est pas radieux. Une dernière question pour conclure. Madame. Alors, je ne sais pas si c'est pour conclure. Moi, j'ai juste une question liée à la discussion juste avant, qui était la nuance entre la crypto-monnaie de l'aimant et la monnaie numérique de l'élève. Est-ce qu'on peut être plus précis sur ce qui fait leur différence? Dans l'idée, les deux sont des monnaies complémentaires et locales. La monnaie, l'élève, c'est du papier, dans un premier temps, et une utilisation numérique par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle Cyclos. C'est, je ne sais pas, tu l'expliquerais peut-être mieux que moi. Ça va être une... Non, tu sauras l'expliquer mieux que moi ou pas? C'est juste une plateforme d'échange. C'est quelqu'un, c'est pour ça que je parlais de décentralisation tout à l'heure. C'est un acteur qui va centraliser nos transactions, on va dire, en numérique. Une blockchain, c'est quelque chose qui sera autonome. Vous avez, si toutes les personnes de la salle, on s'accordait ce soir à créer une blockchain, on a tous un ordinateur chez nous, on pourrait agrémenter avec plusieurs ordinateurs, des centrales informatiques dans tous les sens, et on serait tous, nous, producteurs de la machine, validateurs du coup des transactions. Et du coup, en fait, nous, on ne travaille pas humainement, mais c'est la machine qui travaille pour nous. Et c'est ça qui devient problématique. Comme tu disais tout à l'heure, le fait de centraliser parfois la machine qui va calculer pour nous, et ben forcément, ça pourrait éviter et résoudre un petit peu ces problématiques énergétiques. Mais c'est vraiment de se dire que c'est une technologie. Blockchain égale technologie, comme si on utilisait Internet, mais c'est un Internet, pour certains, un Internet en mieux. Et alors qu'à la base, on aimerait utiliser une monnaie locale. On l'utilise en numérique, mais le but juste serait d'utiliser en papier. Enfin, pour moi, le plus vertueux, ce serait ça. Donc l'élève a choisi une technologie la moins énergivore finalement. Oui, pour schématiser de manière très simple, c'est l'équivalent juste d'un tableur Excel. Et on comptabilise les entrées et les sorties. Il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de bascule, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de décode, ce genre de choses. C'est juste, on comptabilise les transferts d'un point de vue numérique. Je fais extrêmement simple, parce que c'est un peu plus, c'est plus nuancé que ça, évidemment. Puis, à la limite, ce qui différencierait vraiment les choses, si on passe sur la blockchain, comme là on est sur un tableur qui est très simple, la blockchain dit, nous avons une transaction, tous les deux, d'un élève, elle est inscrite dans la blockchain. Et là, il faut rentrer dans les détails de comment est-ce que ça fonctionne. Il y a la transaction qui va être notée, le validateur de la transaction, toutes les autres transactions vont être notées dans un bloc.
imaginons que c'est un fichier informatique. On a le premier fichier informatique, puis on va en créer un second, le deuxième bloc de notre blockchain. Dans ce deuxième, on va mettre toutes les transactions qui sont dans le premier bloc. On les répercute dans le deuxième. Dans le deuxième, on ajoute les nouvelles transactions, les validateurs, tout un tas de codes informatiques. On ajoute un troisième. Dans le troisième, on mettra le premier, le second, et ainsi de suite. En fait, vous arrivez avec une banque de données qui est assez importante. C'est pour ça que ça demande justement aux ordinateurs cette force de calcul. Mais voilà, c'est un discours d'informaticien et on va perdre tout le monde. Non, mais c'était intéressant de préciser qu'il n'y ait pas d'amalgame entre un blockchain qui est peut-être abstrait pour beaucoup d'entre nous et le choix numérique de l'élève. Enfin, je trouve. Et ma question première, c'était pour qu'on revienne au fonds de garantie, puisque l'élève est indexé à l'euro. Peut-être. Enfin, ma question, c'est justement, il est indexé au marché financier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de participer, puisqu'on donne, on met à disposition, donc c'est le choix de la banque aussi avec laquelle on collabore, c'est ça? Bien sûr. Déjà, je reviens juste sur le numérique. La question, l'enjeu du numérique, ce n'était pas d'inventer une autre manière de faire, parce qu'on aurait pu faire ça aussi en se disant, tiens, on fait la promotion d'une technologie un peu plus élevée. L'intention initiale, je reconnecte toujours à l'intention de la monnaie autrement, c'est-à-dire toucher un maximum de public, sensibiliser, faire de la pédagogie autour de l'économie et de l'argent. Le numérique, ça permettait de faciliter les grands échanges, mais aussi d'aller vers des nouveaux publics un peu plus jeunes, et on a pu quand même le constater un peu. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on a visé. Ensuite, sur le fonds de garantie, alors c'est quoi un fonds de garantie? On a dit qu'il y a 100 000 élèves qui circulent sur le territoire, d'accord? Eh bien, on a ces 100 000 élèves qui sont stockés en banque. C'est la loi qui veut ça. C'est-à-dire que si demain, on arrête l'élève, on veut fermer l'élève, eh ben, on pourra rembourser toutes les personnes qui ont des élèves en poche, si vous le souhaitez. Et du coup, le fonds de garantie sert à ça, à dire on stocke et on ne peut pas utiliser cet argent-là pour financer l'association dans son quotidien, payer les salariés, payer les salles, payer les buffets que vous avez pu boire ce soir, etc. Ce n'est pas ça. Le fonds de garantie, donc effectivement, il est dans une banque, donc au Crédit Coopératif à Annecy, pour nous. Et effectivement, on est en lien avec les banques. Ce n'est pas un système parfait, on ne peut pas s'en affranchir totalement si on veut respecter la loi. Après, on peut toujours faire des écarts. Je sais qu'il y a des monnaies complémentaires en France, mais qui sont très surveillées par l'État et qui viennent leur chercher des noises en disant non, nous, on ne stocke pas notre argent à la banque. On a d'autres fonds de garantie dans notre coffre-fort chez nous, mais ça n'enlève en rien du fait que s'il y a un effondrement de la monnaie globale en France, eh ben, l'argent qui est stocké dans un coffre-fort ou l'argent qui est stocké à la banque de manière virtuelle, eh ben, il se passera globalement la même chose. Pas tout à fait la même vitesse, mais globalement la même chose. Ça répond à ta question? Oui, ce que disait Anis tout à l'heure, c'est l'utilisation qu'en fait la banque derrière. Moi, je me souviens qu'on avait imposé que l'usage de cet argent sur fonds de garantie est disponible pour l'économie réelle. Oui, donc on a posé au Crédit Coopératif qui doit utiliser cet argent-là pour financer des projets d'acteurs locaux. Mais c'est toujours difficile d'avoir un contrôle parce que ces 100 000 élèves, ces 100 000 euros sont noyés dans le budget global, dans les ressources globales du Crédit Coopératif. Et nous, on n'a aucun pouvoir pour dire réellement ça. Par contre, on fait du lobbying et puis on les embête assez régulièrement pour dire « vous faites quoi de notre argent ?» Donc, au moins, on les pousse à financer des acteurs locaux. Voilà. C'est aller vers les banques les plus vertueuses possibles, mais il n'y en a aucune qui est parfaite. Bien. On pourrait en parler toute la nuit, hein. Mais on est un peu pris par le temps, malheureusement. Donc, ce sera le mot de la fin. Tu voulais rajouter un dernier petit mot pour conclure, peut-être? Non, Sébastien Ouais, moi, je vous invite juste. Il y a Patrick Vivray qui était venu faire une conférence il y a 10 ans tout rond. Et il avait dit une chose qui m'avait fort marqué. C'est-à-dire, quand on parle de valeurs, de bénéfices, de bénévolat, c'est des choses, quand on les sort de leur contexte, quand on ne les sort pas de leur contexte, ça fait référence à des éléments économiques. Le bénévole, ce n'est pas quelqu'un qui travaille gratuitement dans une association, c'est quelqu'un qui veut le bien, auquel on oppose le malévolat, quelqu'un qui veut le mal. Et lui, il pose l'hypothèse qu'on est dans un monde de lucravola, donc un monde où on cherche à faire de l'argent, qui est amoral, pas immoral, mais amoral, il n'y a pas de morale. Quand on parle de bénéfice, c'est souvent la plus-value financière d'une structure, d'une organisation. Le bénéfice, ça vient du latin benefactio, le bienfait. Et mon terme préféré, c'est valeur, et je finirai là-dessus.
C'est le valeur, la racine latine, c'est valorum, mais la racine grecque, c'est eros. Alors, eros, ce n'est pas le sexe, mais c'est la force de vie, à laquelle on oppose thanatos, la force de mort. Et du coup, c'est comment notre économie, ce qu'on fait avec l'élève, mais ce qu'on fait avec d'autres outils encore, rajoute de la force de vie sur le territoire. Il n'y a rien d'ésotérique là derrière, mais comment on augmente et on améliore les liens entre les personnes, comment on améliore le lien et la qualité du lien avec l'environnement, avec nos structures, pour que ce soit plus résilient et qu'on ne propose pas de la force de destruction, qu'on détruit l'environnement, qu'on détruit les liens, qu'on détruit la construction sociale. Voilà, je finirai là-dessus. Les monnaies complémentaires servent essentiellement à de l'éros, et c'est plutôt chouette. Merci pour cette conclusion, Seb. On peut applaudir, oui, à nouveau nos 4 intervenants, Anis Lagenev, Valentin Voisin, Sébastien Kraft, Christophe Tollet. Merci à vous.